Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous avoir réunis aujourd'hui pour l'actu du CA. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Romain Migus, journaliste habitant en Amérique du Sud, pour parler du coup d'État avec un point d'interrogation au Pérou. Bonjour Romain. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors effectivement, je vous parle depuis l'Amérique du Sud et en plus, je vous parle depuis le Pérou. Donc là, je vis les événements au jour le jour. Eh bien, nous sommes très honorés d'avoir une information aussi fraîche et de terrain. Ça change du journalisme français. Euh, je vous avoue, comme vous le savez probablement, que ici, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe. Donc, pourriez-vous peut-être déjà nous décrire un petit peu l'actualité fraîche pour qu'on comprenne mieux les événements? Oui, alors effectivement, alors je te rassure, il n'y a pas que toi qui ne comprends pas grand-chose à ce qui se passe au Pérou. En réalité, bon, l'Amérique latine, malheureusement, je dirais, intéresse trop peu, et le Pérou en particulier. Ça, j'ai jamais compris pourquoi. C'est le pays qui condense le plus d'imaginaire social chez nous. Hein. On a Tintin et le Temple du Soleil, les lamas, le Machu Picchu, le Esteban Zia et les cités d'or. Mais dès qu'on s'aventure sur l'histoire politique ou économique, effectivement, il y a un grand trou noir. Et ben, c'est fort dommage parce que le Pérou est évidemment riche en actualité, en rebondissement. Hein. C'est aussi pour ça que je suis là. Alors là, en ce moment, on assiste à un épilogue de plus d'une profonde crise politique et institutionnelle. Et puis, on assiste aussi à un chapitre de plus d'une histoire républicaine tumultueuse, faite d'inégalités et d'injustices. Donc, il y a les deux qui se mêlent en ce moment dans les manifestations. On va commencer par l'histoire la plus courte. Non le Pérou a connu ces 7 dernières années 6 présidents. 6 présidents, dont 2 seulement ont été élus par le peuple. Donc là, pas besoin de vous faire un dessin, pas besoin d'être un expert en géopolitique ou en sciences politiques pour voir que quelque chose ne tourne pas rond. Non. Et effectivement, le Pérou donc, a connu dans les années 90 une dictature qui s'était, donc d'Alberto Fujimori, qui s'était fait une constitution, je dirais, sur mesure, constitution qui était un calque en plus dur de la constitution élaborée par Pinochet au Chili. Donc c'est une constitution qui ancre le néolibéralisme dans le marbre de la charte suprême. Hein. L'État n'est qu'un vecteur économique, il n'a pas le droit d'avoir un rôle moteur ou d'être un acteur économique. C'est une constitution qui, à la chute d'Alberto Fujimori, le système, donc cette constitution et le système néolibéral n'ont pas été touchés, n'ont pas été reformulés, et on arrive depuis quelques années à des contradictions extrêmes, et notamment à des pouvoirs qui n'arrivent plus à se contrebalancer. Et c'est pour ça que le Parlement a des pouvoirs démesurés par rapport à l'exécutif, notamment celui de faire tomber des ministres quand bon lui chante. Le dernier gouvernement, donc celui de M. Castillo, a eu 80 ministres en 1 an et demi. Je vous laisse imaginer, on ne peut évidemment pas gouverner lorsqu'on est en permanence sous des pressions du législatif, mais aussi le système judiciaire, un système judiciaire qui avait été dénoncé par l'ancien Premier ministre, donc de M. Castillo, Aníbal Torres, comme étant fortement pénétré par le narcotrafic, et donc qui joue sa propre partition, notamment en invalidant les possibles candidatures de tous ceux qui voudraient s'opposer à ce système politico-mafieux mis en place par le fujimorisme dans les années 90. Donc, là, on voit que le système, évidemment, est complètement bouché. Et il y a eu au Pérou un traumatisme, notamment par la crise sanitaire, par la crise du Covid-19. D'une part, il y a eu pour le Pérou de nombreux morts, 200 000 morts à peu près, mais au-delà des morts, c'est surtout la mise en lumière que le narratif autour du système néolibéral, qui était le système qui donnait sa chance à tout le monde, qu'avec ce système, on pouvait survivre pour peu qu'on se bouge un peu les fesses pour être un peu
un peu vulgaire, eh ben, tout ce système a été, toute cette narratif a été complètement balayé, puisque les gens se sont retrouvés face à un système de santé publique inexistant, donc ce qui est assez grave dans une crise sanitaire, et puis surtout face à un État qui ne donnait pas de réponse aux 70% de gens qui vivent du commerce informel ou dans l'économie informelle. C'est-à-dire que l'État a confiné ces gens alors qu'ils vivent au jour le jour de ventes dans la rue, de taxis, de services, etc. Donc effectivement, là, finalement, la crise sanitaire a mis le feu aux poudres par rapport à la construction idéologique autour du système néolibéral. Et donc, c'est ce qui a précipité, puisque le Pérou a été, si je ne m'abuse, le seul pays au monde à faire des élections présidentielles durant la pandémie. Et donc, il y a eu un outsider qui est arrivé donc au pouvoir, quelqu'un qui ne faisait pas partie du sérail politique, un maître d'école dans les montagnes, en milieu rural, paysan, rondero, donc qui fait partie des organisations qui structurent le tissu social dans les zones rurales péruviennes. Et donc, cette personne, finalement, a porté un discours de changement autour d'un système public, enfin de renforcement de l'État, en tout cas dans les services publics, autour de la promesse d'une nouvelle constitution et surtout autour de la volonté de nationaliser les ressources énergétiques du Pérou, notamment le gaz, puisque rien n'est public au Pérou, non ? Et donc ce discours a été porteur, mais au-delà du discours porteur, on va dire anti-système, ce qui a motivé la plus grande partie de la population à voter pour Pedro Castillo, c'est l'identification sociale et cognitive. Ça, c'est très important. C'était un des leurs. C'était un des leurs. Et donc, il y avait finalement encore une maigre croyance dans l'idéologie démocratique qui veut que finalement n'importe qui puisse se présenter et s'il obtient les votes, eh ben, il a gagné l'élection. Et aujourd'hui, comme nous allons le voir, c'est non seulement l'idéologie néolibérale a été le narratif autour de l'idéologie néolibérale a été balayé, mais aujourd'hui, c'est même le narratif autour du concept démocratique qui a été balayé, puisque dès le premier jour, l'opposition à Castillo, alors de quoi on parle quand on parle d'opposition à Castillo? On parle des élites blanches, particulièrement de Lima. Le Pérou connaît de multiples fractures. Dans beaucoup de pays d'Amérique latine, la fracture riche-pauvre est suffisante, j'exagère un petit peu, mais est suffisante pour comprendre un peu la matrice politique. Finalement, c'est une certaine rengaine de lutte des classes. Au Pérou, ce n'est pas suffisant. Il y a le clivage évidemment économique, donc les disparités économiques, les inégalités sociales, mais il y a aussi des clivages territoriaux, géographiques qui sont très importants, notamment entre la côte du Pérou et la montagne. Et puis il y a ce grand clivage qui je crois est peut-être le plus important au Pérou, qui est le clivage entre Lima, la capitale, qui regroupe 33% de la population du pays. Non, vous vous rendez compte, le Pérou est un territoire 3 fois plus grand que la France pour 33 millions d'habitants et 12 millions vivent à Lima. Donc Lima condense 30% de la population du pays et 48% du PIB. Et donc, il y a vraiment une disparité entre Lima et les régions. Et donc, comme Pedro Castillo venait de région, c'était aussi un fort élément d'identification à ce candidat, puis à ce président. Pedro Castillo étant un des rares présidents, je crois qu'il n'y en a pas eu, ou il y en a eu un, ou très peu en tout cas, qui ne venait pas de Lima, de cette élite de la capitale. Et donc, dès le premier jour, tous les pouvoirs factices, le pouvoir médiatique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir économique, mais aussi le pouvoir législatif, ont tout fait dès le premier jour pour renverser Pedro Castillo. Alors, le pouvoir médiatique inventait des cas de corruption, littéralement, inventait des cas de corruption. Le pouvoir judiciaire, se basant sur le pouvoir médiatique, ouvrait des enquêtes. Le pouvoir législatif se basait sur des enquêtes ouvertes, mais non conclues,
par le pouvoir judiciaire pour voter des motions d'impeachment. Donc, Pedro Castillo, finalement, au bout d'1 an et demi, quand on regarde froidement, on va dire, ce qu'il a fait, le pauvre n'a pas fait grand-chose. Encore que, il y a eu quelques améliorations. Il y a eu l'augmentation du salaire minimum, par exemple. Il y a eu certaines mesures qui ont été prises, mais par rapport aux promesses électorales, évidemment, c'était bien en deçà des promesses électorales. Sauf que Pedro Castillo, symboliquement, a fait beaucoup. Il s'est beaucoup déplacé en région, il a beaucoup déplacé son gouvernement à se réunir avec les organisations sociales, avec les maires, avec les gouverneurs régionaux, à faire venir au palais présidentiel des membres des communautés indigènes, des ouvriers, des membres du secteur informel de l'économie, finalement de tous ces membres du Pérou marginalisés pendant de nombreuses années et qui, avec Pedro Castillo, finalement, retrouvaient au moins une dignité. Voilà. Et donc, dès le début, comme je vous dis, il y a eu une conjuration de tous les pouvoirs dominés par l'élite de Lima pour essayer de le faire tomber. Alors, ça, comme je vous avais dit, c'est l'histoire courte, non? Après, on va voir ce qui s'est passé réellement ces 2 dernières semaines. Et puis, il y a l'histoire longue aussi. Il y a l'histoire républicaine du Pérou. Donc, le Pérou, libéré par Bolivar, par une armée, je dirais, d'étrangers, colombo-vénézuéliens, à laquelle les élites de Lima attendent le dernier moment pour s'engager dans la bataille, pour savoir quel camp finalement allait gagner. Bolivar, donc épris d'idéaux de justice sociale, d'égalité, très marqué Bolivar par la Révolution française. Bolivar, à peine est-il reparti du Pérou que les élites créoles remettent la main sur la gouvernance du pays et ne change absolument rien aux disparités ethniques, sociales, économiques de la colonisation espagnole. Et ça va durer durant toute l'histoire républicaine, avec quelques soubresauts de temps à autre, notamment le gouvernement de Velasco Alvarado, donc à la fin des années 60 et moitié des années 70, où il y a eu de très gros changements structurels. Mais pour vous donner un ordre d'idée, jusqu'en 1979, les indigènes, les Indiens, comme on les appelle en France, ne sont pas reconnus comme des citoyens à part entière. La vie d'un Indien vaut moins que celle d'une vache, puisque la vache, elle se vendait, au moins elle avait un prix, alors que les Indiens, on les vendait quand on vendait des haciendas. Donc ça dure jusqu'en 1979. Là, je suis né en 1980, vous imaginez, quand moi je suis né, il y avait encore des êtres humains qui étaient considérés comme moins que les vaches au Pérou. Donc, il y a toute une histoire aussi de marginalisation extrême, non, de certaines populations du Pérou qui se confondent et qui se renforcent avec les années néolibérales qui ont terminé aussi de marginaliser économiquement ces populations fraîchement acquises à la citoyenneté péruvienne. Donc, on a là une bombe qui se rajoute avec ce que je vous disais tout à l'heure, cette bombe politico-institutionnelle, et c'est cette bombe qui a explosé il y a 15 jours au Pérou. Eh bien, c'est très intéressant, mais peut-être pour mieux situer le problème, ou en tout cas pour le ramener à des choses plus prosaïques, que se passe-t-il depuis quelques mois au Pérou, concrètement dans les rues, ou au pouvoir? Pouvez-vous peut-être peux-tu nous résumer peut-être un peu la situation? Oui, alors, donc, la situation politique était complètement bouchée, non? Comme je vous l'ai dit, Castillo devait faire face à tous ces pouvoirs qui n'avaient qu'une idée en tête, c'était de le démettre de ses fonctions. Et donc, il a essayé une manœuvre politique pour dissoudre le Parlement et convoquer une assemblée constituante. À peine a-t-il décrété cela, donc mercredi 7 décembre, l'opération tourne court et il est arrêté par les forces de police avant même que le Parlement, quelques heures plus tard, ne le destitue et nomme à sa place celle qui était jusqu'alors sa vice-présidente. Alors ça, évidemment, quand on regarde la chronologie, vous m'excusez, mais le président élu démocratiquement qui se fait arrêter par la police, puis destitué par le Parlement, et le Parlement nomme un remplaçant qui plus est un traître,
puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, puisque la vice-présidente a bénéficié, non? C'est Castillo qui était président et elle vice-présidente, donc elle a bénéficié, elle est arrivée à la place où elle était grâce à l'élan politique et électoral de Pedro Castillo, avait déclaré que si jamais Castillo était destituée, elle s'en irait elle-même. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette personne, qui s'appelle Dina Boluarte, complotait depuis plusieurs semaines, voire je dirais même plusieurs mois, pour finalement s'allier avec les pouvoirs de l'oligarchie de Lima afin de renverser Castillo. Donc, en plus de ça, les gens n'aiment pas les traîtres, bien évidemment, c'est commun, hein, surtout dans un pays catholique comme le Pérou, hein, personne n'aime Judas, personne n'aime évidemment Madame Boluarte, ça choque, évidemment, il y a toute une symbolique, et donc le peuple sous le choc et a commencé à descendre dans la rue, à s'auto-organiser en dehors des cadres traditionnels de la politique. Tous les partis politiques étaient conspués. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le Parlement qui nomme Madame Boluarte, donc qui balaye la volonté électorale du peuple péruvien pour nommer cette dame à la présidence, 94% des Péruviens, selon l'Institut national des statistiques et d'informatique, 94% des Péruviens rejettent le Parlement. C'est-à-dire qu'il n'a que 6% de confiance. Donc vous imaginez ce que ça, enfin la mesure, comment a-t-elle pu être reçue par le peuple péruvien? Et comme je vous dis, c'est en dehors de tout parti politique que le peuple s'est organisé. Finalement, c'est ce petit peuple qui avait élu Castillo. Et quand on va dans les manifs, il n'y a pas un leader, il n'y a pas de parti qui gère les différentes manifs qui, pour l'instant, mettent le feu au Pérou depuis 15 jours. 4% des Péruviens, selon le même Institut national de statistique et d'informatique, seulement 4% des Péruviens ont confiance dans les partis politiques. Donc ce n'est pas dans ces cadres-là que s'organisent les manifestations massives aujourd'hui au Pérou. Ce sont des agrégés de fédérations indigènes, de maîtres d'école, de gens qui s'organisent pour survivre territorialement, etc., etc. Et tout ça conflue avec des mots d'ordre finalement similaires. Ça, c'est très important parce que les grandes manifestations au Pérou, généralement, étaient éclatées, atomisées. C'était des revendications soit d'ordre territorial ou d'ordre syndical. Or, ici, on est en train de parler de tout un peuple qui s'organise autour de revendications politiques. Quelles sont-elles? La liberté pour Pedro Castillo, la démission de Dina Boluarte, de nouvelles élections tout de suite et la convocation à une assemblée constituante. Donc là, on voit donc, que ça grouille. Et quand on parle avec les gens dans les manifestations, ils disent à peu près tous, bon gré mal gré, la même chose. Ils sont indignés par le fait qu'on leur ait volé leur vote. C'est-à-dire, ce que je vous disais au début, le récit démocratique a complètement volé en éclats. Et moi, j'ai écouté plusieurs fois, on nous disait que si on votait pour quelqu'un comme nous, etc., il pourrait changer le Pérou, mais même ça, ils ne l'acceptent pas. Et la mafia politique, finalement, a viré notre président. Ils disent aussi, j'ai voté pour Castillo, Castillo est un des miens, je veux qu'il finisse son mandat. Donc, il y a une identification très forte. Et au-delà de ça, on est en train de voir, je dirais presque au-delà de la figure de Castillo, où malgré lui, on est en train de voir une recomposition totale du champ politique péruvien avec comme fracture principale ceux qui se sont opposés et qui s'opposent à Castillo et ceux finalement qui le défendent. Eh bien, vous dépeignez une peinture assez sombre, un pays particulièrement fracturé, une politique qui semblait gelée, mais les choses bougent, quoi, très clairement. Alors, oui, ça va pas de soi, puisque là, 15 jours après le début des manifestations, un petit peu plus, on compte 28 morts, n'est-ce pas? 28 personnes assassinées par la police ou l'armée du régime de Dina Boluarte. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, la première province à s'être soulevée, ça a été la terre natale de cette Dina Boluarte. Et donc, ils ont envoyé des hélicoptères de police tirer des grenades lacrymogènes et des flashballs depuis les hélicoptères.
Donc, je vous laisse imaginer la force de l'impact quand ça arrive dans la tête de quelqu'un. En 3 jours, il y avait 5 morts. Et donc, évidemment, à chaque mort et chaque goutte de sang, c'est l'indignation qui prédomine et c'est la demande de justice. Et donc, cette justice étant bafouée, la grogne a conquis d'autres provinces, d'autres régions du pays. Cusco, Moquegua, Tacna, le Arequipa, Ayacucho, tout le sud du pays, les bastions électoraux de Pedro Castillo étaient en situation d'insurrection. Qu'a fait cette dame, Dina Boluarte? Eh bien, elle a envoyé l'armée tirer à balles réelles sur les manifestants. Donc là, il y a eu évidemment encore plus de morts, non? La situation est évidemment très complexe, d'autant plus complexe que les gouverneurs, donc des régions, de certaines régions du Sud, ont déclaré ne pas reconnaître Dina Boluarte, ont demandé sa démission. Donc là, on se renforce encore une fois dans la crise institutionnelle. Et il y a désormais quelques voix, alors on verra comment ça va évoluer ça, mais il y a désormais quelques voix qui demandent la sécession des provinces du Sud. Ce qu'il faut voir, c'est que Lima a beau concentrer 48% du PIB, c'est parce qu'à Lima, il y a les entreprises. Mais les richesses, elles sont où? Elles sont dans le Sud. Le lithium, il est dans le Sud. L'uranium, il est dans le Sud. Le gaz, il est dans le Sud. L'or, le diamant, les minerais, ils sont dans le Sud. Donc, évidemment, c'est un discours à un moment donné qui ne pouvait que surgir de personnes qui se disent « Nous avons toutes les richesses, nous pourrions les administrer et depuis 200 ans, nous nous faisons cracher dessus par Lima qui nous pille. » C'est un discours qui, aujourd'hui, peut donner du fil à retordre non seulement au pouvoir en place, mais je dirais presque à la République péruvienne. Hein. Quand on voit ce qui s'est passé dans le Donbass, par exemple, on peut voir que ce genre de discours peuvent créer une crise nationale, je dirais presque même régionale aussi, parce qu'elle peut impacter d'autres pays de la région latino-américaine. J'ai une petite question pour mettre un peu en perspective, parce que comme je le disais, sur le continent européen, on connaît moins bien ces questions. Est-ce que c'est des violences qui sont nettement plus élevées que d'habitude? Parce qu'on a l'impression peut-être qu'elles sont habituelles en Amérique du Sud. Peut-être que ce n'est pas le cas, on voit une montée des tensions qui est peut-être inhabituelle. Oui, alors il y a eu plus de morts en 15 jours que dans les 5 dernières années au Pérou. Donc, en sachant que les 5 dernières années, comme je vous dis, étaient très mouvementées, puisqu'il y a eu, donc, comme je vous l'ai dit, 6 présidents en 7 ans, etc. Donc, il y avait eu des manifestations. Mais là, effectivement, la répression a atteint des sommets non connus depuis des années, hein, depuis les années de la dictature de Fujimori. Et ce qui est nouveau aussi, c'est l'unité des revendications des manifestants. À Lima, par exemple, sont arrivés il y a quelques jours des membres de l'ethnie Ashaninka après avoir manifesté dans leur province. Et c'est vrai qu'on se demande, mais ça n'est jamais arrivé au Pérou que des communautés indigènes frontalières avec le Brésil, tellement loin de ce qui se passe à Lima, finalement se motivent à manifester indignés avec des mots d'ordre politiques et les mêmes mots d'ordre que certaines personnes à Lima ou dans le sud du pays. Donc ça effectivement, c'est assez nouveau et ça montre bien que le modèle politique est complètement à bout de souffle. Il est complètement à bout de souffle et je pense que cette crise va durer encore, je dirais, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, mais que le peuple est entré par cette porte de la révolte sociale dans un processus constituant qui ne manquera pas dans les années qui viennent de rebattre les cartes du jeu démocratique. Avant de vous poser une deuxième question, j'invite tous nos auditeurs qui suivront cette vidéo sur le YouTube. Si ce genre de sujet vous intéresse, nous sommes certains que Monsieur Romain viendra nous éclairer encore plus sur le sujet. Donc mettez des commentaires, dites ce que vous avez envie d'entendre. Et il est vrai qu'il est quand même dommage d'aussi mal connaître l'Amérique du Sud. La question suivante est... allez-y, excusez-moi. Oui, je me permets de renchérir sur ce que vous venez de dire, parce que effectivement, l'Amérique du Sud, ça paraît loin, les préoccupations
des latinos paraissent un peu loin, mais finalement, c'est pas si éloigné de ce que vous vivez en France, hein. Ces processus constituants, ces révoltes pour demander plus de justice sociale, mais aussi plus de souveraineté en Amérique latine, dans une Amérique latine dominée par le spectre des États-Unis, de la Banque mondiale, du FMI, mais aussi des transnationales privatisant, les États privatisant au profit des transnationales, avec évidemment des territoires oubliés et des gens marginalisés. Une demande de nouvelles constitutions, de constituantes, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. C'est un peu ce qui a motivé les Gilets jaunes, hein. C'est un peu ce qui s'est passé chez nous, alors à des degrés différents, certes, mais c'est pour ça que c'est très intéressant toujours de faire le parallèle entre les deux rives, hein. C'est pour ça que je vais me faire un peu de pub. Je vous conseille d'aller sur le site d'information sur l'Amérique latine en français, lesdeuxrives.info, avec un 2 en chiffres, puisque c'est un peu notre but de tracer des ponts justement entre les préoccupations sociales en Europe, en France en particulier, et en celle d'Amérique du Sud. Voilà, la page de pub est fermée, je prends la parole. Vous avez raison. Vous retrouvez évidemment le lien de ce site dans la description pour ceux qui sont fainéants. Une question, la question suivante avant de passer aux questions du public, c'est où allons-nous, quoi? Quelles sont vos perspectives pour le Pérou? Et petite question subsidiaire, voyons-nous un effet tache d'huile en Amérique du Sud? Question difficile, mais on vous laisse folâtrer dans vos pastels pour reprendre le mot de notre patron. Oui, alors où allons-nous? Je pense que, comme je vous l'avais mentionné, le Pérou est entré de plein fouet dans ce qu'on peut appeler un processus constituant. Alors là, en réalité, il entre de plein fouet, mais il est plus dans un moment destituant. C'est-à-dire qu'ils s'en aillent tous, il n'y a plus aucune confiance en aucun leader, aucun parti. Et il est en train de surgir des leaders de ce mouvement contre la dictature de Dina Boluarte. Et le peuple est en train de se réorganiser malgré lui durant les manifestations. Ils sont en train de parler aussi entre eux sur qu'est-ce qu'ils veulent, quelle démocratie, quelle vision de nation ils veulent. Et bien ça, c'est un processus constituant qui viendra à s'améliorer, à mûrir au fil du temps. Et précisément, je pense que le rapport de force qui va naître de ce processus constituant amènera immanquablement, à un moment donné ou à un autre, une assemblée constituante au Pérou. Alors quand, je ne peux pas vous le dire, mais ce qu'on voit dans les processus constituants, c'est que le moment où la chose ne va plus de soi, et l'éclatement et le moment d'une nouvelle constitution, il y a plusieurs années qui se passent entre les deux. Je prends l'exemple du Venezuela entre 1989, le coup de force du Caracazo, et la nouvelle constitution en 99, il y a 10 ans. En Bolivie, entre la guerre de gaz, la guerre de l'eau et la constitution, il y a aussi presque 10 ans. En Islande, entre 2008 et 2013, il y a 5 ans. Alors, ça n'a pas donné suite à une nouvelle constitution, mais le processus constituant, comme on peut voir, prend du temps. Et je pense qu'on s'avance vers un scénario comme ça. Alors ça, je dirais au niveau politique et au niveau de la répression, elle va grandir dans les prochaines semaines, immanquablement, puisque là, il y a eu une trêve très intelligente d'ailleurs. Il y a eu une sorte de trêve de Noël décrétée par certains manifestants, surtout en région, qui visent à permettre aux petits commerçants de profiter des ventes de Noël. Donc, vous voyez bien que c'est une manifestation populaire. Parce que si ce n'était pas une manifestation populaire, ils empêcheraient les petits commerçants de faire leur vente de Noël et finalement, ils se retrouveraient un mouvement isolé. Or là, ils préservent, on va dire, les soutiens de plusieurs secteurs de la population pour reprendre de plus belle les fêtes de Noël passées. Et je peux vous assurer que je pense que ça va être très difficile pour Madame Boluarte, qui compte se maintenir jusqu'en 2024. Alors, dans un premier temps, elle avait déclaré se maintenir jusqu'à la fin en 2026, jusqu'à la fin du mandat de Pedro Castillo. Elle a dû reculer pour faire une apparente et hypocrite concession aux manifestants, c'est-à-dire que
de faire des élections en 2024, mais en réalité, ça va être très, très dur pour elle de s'y maintenir. Je pense qu'on va s'aventurer vers une grosse répression, surtout que cette dame, très important de le mentionner, n'a pas de parti, n'a pas de peuple, le peuple la hait, n'a pas de mouvement social derrière elle, et finalement, aujourd'hui, sa présidence ne tient qu'au soutien du secteur le plus extrémiste, radical et putschiste de l'armée, dont elle a contenté, puisque elle a déjà changé elle a changé de cabinet ministériel en 15 jours, elle l'a changé 2 fois, et autant le pouvoir judiciaire avait réussi à mettre un de ses membres comme Premier ministre du premier gouvernement de la putschiste Boluarte, autant c'est l'armée qui réussit à mettre le deuxième Premier ministre, puisque c'est celui qui était ministre de la Défense pendant ces 15 jours qui a eu la prime aux assassinats et a été nommé Premier ministre. Vous voyez ? Donc je pense que ça ne va pas s'arrêter. Et le 1er janvier, il y a les autorités locales et régionales, de nouvelles autorités locales et régionales qui assument leur pouvoir, parce qu'il y a eu des élections il y a 1 mois, municipales et régionales, et je pense que la crise va continuer à emmener le Pérou dans une spirale de chaos. Un grand merci Romain pour ce développement, cette introduction très claire et intéressante. Tu m'as demandé aussi l'impact au niveau régional. Effectivement, je l'ai oublié, donc je vais le rajouter. Alors, la crise au Pérou a réussi à fédérer différents gouvernements, on va dire de gauche ou nationaux populaires, des plus modérés aux plus radicaux. C'est-à-dire que les gouvernements du Mexique, de la Colombie, de l'Argentine ou de la Bolivie, finalement, se seront trouvés sur des lignes de lecture assez proches de celles des pays radicaux de l'ALBA, Venezuela, Cuba ou Nicaragua. Et tous ces pays-là ont condamné, évidemment, le coup d'État au Pérou. Alors, le Brésil ne s'est pas prononcé, puisque le Brésil, on sait que Lula va prendre le pouvoir en début janvier. Donc, pour l'instant, le Brésil ne s'est pas prononcé. Et finalement, les pays de droite néolibérales, antipatriotiques, se sont retrouvés finalement très isolés en Amérique latine, et notamment, c'est le cas de l'Équateur, de l'Uruguay, du Paraguay et du Chili. Merci pour ces précisions. Ça te convient si on passe aux questions du public ? Très bien. C'est toujours plus agréable. En amont, on remercie Ganima pour sa générosité et Ogma, c'est très gentil. Il faut admettre qu'il y a le Voldemort qui est dans toutes les questions, c'est les USA. Et donc, il y a de nombreuses questions, je vais essayer de les paquer. Donc, je vais paquer les questions de Ogma et de Chando. Quelles sont les éventuelles interventions des USA dans cette affaire? Est-ce qu'on a une petite idée de l'implication des États-Unis dans l'instabilité du pays? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Pérou, les États-Unis possèdent 8 bases militaires au Pérou, plus un biolaboratoire, comme on vient d'en voir en Ukraine, non, donc des États-Unis. Il y en a aussi un au Pérou, dans la jungle. Donc, c'est évidemment éminemment stratégique pour les États-Unis, le Pérou. Le Pérou a 5 frontières, non, avec des pays sud-américains. Donc, le Pérou a d'immenses richesses dans son sous-sol. C'est un grand pays. Donc, évidemment, c'est très stratégique. Je crois que le Pedro Castillo a aussi fait une erreur en essayant de pacifier, d'essayer de trouver un chemin finalement pour pacifier ses relations avec le Parlement, le pouvoir judiciaire, les médias, etc. C'est de faire venir l'OEA, donc l'Organisation des États américains, et qui sont venus il y a quelques semaines au Pérou. Et finalement, Luis Almagro, le secrétaire donc de l'Organisation des États américains, l'Organisation des États américains qu'on appelait le ministère des colonies des États-Unis. Hein. C'est un organisme supranational complètement dominé par la puissance états-unienne qui finalement finance l'organisme. Hein. 84% de l'OEA est financé par les États-Unis et la Cour interaméricaine des droits de l'homme en est de même, alors que les États-Unis n'en font pas partie. Donc évidemment, ils ne sont pas neutres. Et Luis Almagro a été le premier
à reconnaître la présidente Dina Boluarte. Nous voyons depuis 2 semaines comment on appelle ça, la présence de l'ambassadrice des États-Unis un peu partout. C'est-à-dire qu'elle s'est réunie la veille du coup d'État contre Castillo, elle s'était réunie avec le ministre de la Défense. Et il y a 4 jours, elle s'est réunie avec le ministre de l'Intérieur. Et finalement, on a l'impression que c'est un gouvernement qui est finalement relativement téléguidé par les intérêts nord-américains. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette dame n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? C'est une vétérane de la CIA qui a travaillé au Pentagone et qui, dans son expérience diplomatique, a été, il me semble, jusqu'en 2019, ambassadrice des États-Unis en Ukraine. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et évidemment, les États-Unis ont quelque chose à voir dans ce coup d'État et dans la maintenance du pouvoir illégitime en place. Et bien entendu, je pense qu'on en apprendra beaucoup plus dans les années qui viennent. Très intéressant, merci. La question suivante est de Metech77. A-t-on des indices d'éventuelle aide étrangère fournie aux putschistes? À part cette activité ou cet activisme, cette ingérence même, on va dire, comment s'appelle-t-elle, de l'ambassadrice des États-Unis, je dirais non. Il n'empêche que le Pérou a un nombre d'ONG gigantesques, évidemment financées par des gouvernements étrangers, et donc qui essaient d'orienter, d'avoir un agenda, je vais dire, qui était différent, en tout cas en termes sociétaux aussi, différent de l'agenda plus conservateur de Pedro Castillo. Donc ça aussi, ça joue, parce que finalement, ça agrège énormément de personnes qui, avec des moyens financiers, finalement, peuvent acheter une certaine paix sociale ou éviter que certains quartiers ne s'embrasent en ce moment. Ça, c'est un véritable problème. Le poids des ONG au Pérou, c'est complètement démesuré. Qui les finance? Des gouvernements européens, la USAID, la Fondation Soros, la NED, c'est-à-dire la NED, donc le paravent de la CIA, non? Et finalement, toute cette myriade de financement d'ONG qui finance ces organisations pour avoir un activisme politique en dehors de tout cadre démocratique, puisque personne n'a élu ces gens. Une question du très cher Chando. Quels sont les risques de guerre civile au Pérou? Alors, le Pérou a été marqué par une guerre civile dans les années 80-90, très forte. Ça reste un traumatisme au niveau de la société péruvienne, avec, je crois, 70 000 morts au total. Et pour l'instant, je pense que ce n'est pas du tout le chemin que cela prend. Je pense qu'on reste encore dans des cadres de revendications politiques. C'est-à-dire que la politique prend part à la lutte armée. Je ne pense pas qu'on risque d'avoir pour l'instant une guerre civile au Pérou sur la base des revendications actuelles. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, si le jeu continue d'être bloqué, si les élites de Lima continuent à massacrer les populations du sud du pays, à les massacrer, à les ignorer, à les marginaliser. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a aussi des membres de la bourgeoisie. Ce n'est pas uniquement les prolétaires qui sont marginalisés par cette élite liménienne. Il y a aussi des membres des professionnels, des classes moyennes supérieures, de la bourgeoisie de province, on va dire, qui sont méprisés par Lima. Si cela s'accrue, si effectivement on est dans cette situation avec une répression assez forte, alors peut-être que les velléités d'indépendance, les velléités séparatistes prendront le pas sur les revendications démocratiques qui sont en ce moment celles qui dominent dans les manifestations. Si c'est le cas, alors là, je pense que oui, on
on s'engagerait vers un conflit un peu plus tendu. Alors, vous avez vu quand même, j'ai mis beaucoup de si, hein, avec, comme dit le proverbe péruvien, avec des si, on met Lima en bouteille. Mais voilà, vous m'avez demandé un peu de prospective. On verra, évidemment, je n'ai pas une réponse tranchée là-dessus, mais c'est des situations qu'il faut suivre attentivement pour voir quelles seront les conséquences dans les prochains mois, prochaines années. Ah, si vous vous trompez, vous êtes obligé de revenir pour vous défendre. Voilà. On a deux questions sur cette même problématique de Metec et de Poney Ténèbres qui sont plus précises dans la même lignée. Est-ce que les armes à feu sont autorisées au Pérou et quelle est la composition ethnique de l'armée? Je rajoute une petite question parce que ça fait un peu court. Y a-t-il des leaders potentiels dans cette même armée? Alors, je vais sur les leaders potentiels. Alors, il y avait je dis s'il y avait, mais la figure de Antauro Humala. Antauro Humala est un militaire qui avait tenté de prendre les armes contre le gouvernement de Toledo, donc le premier gouvernement après Fujimori, notamment en essayant de prendre d'assaut un commissariat de police. Il avait été arrêté et condamné à 17 ans de prison. Il est sorti il y a quelques mois et finalement, son discours parlait à une partie, en tout cas, de cet électorat marginalisé, des campagnes indigènes, et sa voix portait. Sauf que il a perdu énormément de crédibilité à cause de cette crise. Il n'a pas su lire le moment politique, puisque il y a eu un grand rassemblement à Lima il y a 10 jours, et a couru la rumeur, qui n'était pas une rumeur, que le major donc, Antauro Humala, donc, qui est membre de l'armée, qui a des contacts encore dans l'armée, allait prendre la parole durant ce rassemblement. Donc, il y a eu beaucoup de monde qui s'est massé pour voir ce qu'allait dire Antauro Humala, si vraiment c'était la personne qui allait pouvoir sortir le Pérou du chaos dans lequel il se trouve depuis de nombreuses années et surtout ramener une forme d'ordre, non, n'est-ce pas? Antauro Humala, c'est quelqu'un qui veut renationaliser les secteurs stratégiques, mais c'est quelqu'un d'immensément conservateur aussi, quelqu'un d'ailleurs de profondément raciste. C'est comment je dirais, c'est un peu con à dire, mais c'est un espèce de mélange de Mélenchon et de Zemmour. Alors je sais que vous avez du mal à vous imaginer ça, mais ça donne ça. C'est évidemment une pensée, en tout cas un personnage que je n'ai vu qu'au Pérou. Hein. Il n'y a pas d'équivalent dans d'autres pays d'Amérique latine. Et donc Humala va donner une conférence de presse dans un des immeubles qui jouxte la place San Martin, qui a un balcon. En fait, l'idée, c'était pour lui de donner sa conférence de presse et de sortir au balcon pour être acclamé par la foule. J'étais dans la conférence de presse et mon collègue était en bas avec le peuple. On a fait une petite vidéo assez rigolote et en fait, on a vu que Humala s'est complètement planté en reconnaissant la validation, la pertinence de la présidence de Dina Boluarte, en lui demandant des élections assez rapidement pour qu'il puisse se présenter, etc. Et en fait, c'était surréaliste parce que moi, j'étais dans la pièce, qui était une toute petite pièce, et depuis, on entendait les gens hurler, traîtres, salauds, etc. Et en fait, les gens en dessous ont empêché le major pendant 20 minutes, une demi-heure, pour le lyncher. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on est dans le moment destituant par excellence. Il n'a pas su saisir l'opportunité qu'aurait pu lui donner une situation de crise, et aujourd'hui il est considéré comme étant un membre de parti politique opportuniste de plus. On est dans un moment destituant et même lui ne s'en est pas réchappé. Ça va être dur. Donc pour ce qui est des forces armées, eh ben là pour le coup des forces armées, on va dire plus patriotes, et ben là il y a eu une grosse opportunité de perdue, en tout cas avec cette personne. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on est dans un moment destituant tellement fort, dans une situation de chaos assez fort, que n'importe quel leadership peut naître d'une journée à l'autre. Il suffirait demain, encore une fois des si, mais il suffirait demain
ça va vous rappeler les souvenirs, ça, qu'un gradé envoyé pour réprimer une manifestation à Ayacucho baisse les canons et dise « je refuse de tirer sur mon peuple », qu'il soit arrêté, jugé en cour martiale pour en faire un héros et une possibilité de sortie de la crise politique. Tout peut aller très vite aujourd'hui au Pérou. En tout cas, réussir à se mettre les Zemmouriens et les Mélenchonistes à dos en une seule phrase, bravo, j'aime beaucoup, je suis très fan. Il faut voir, c'est que c'est assez compliqué de cerner le personnage de Antauro Humala. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'équivalent. J'ai fait un peu de provocation en disant ça, mais disons qu'il a des mesures de nationalisation des secteurs stratégiques très forts. Et puis à côté de ça, il a des mesures par exemple sur les migrants, notamment vénézuéliens, ou sur sa grande mesure choc, c'était de fusiller tous les anciens présidents avant lui. Bon, c'est sui generis, la personnalité d'Antauro Humala. Mais comme je vous dis, là pour l'instant, il n'est plus en odeur de sainteté au sein des manifestations populaires. Oui, ben, c'est parfait, merci. Non, mais on taquine notre très cher public. De toute façon, pour les rageux d'Internet, mettez un maximum d'insultes, c'est excellent pour le référencement. Merci à vous. Peut-être revenons le sujet un peu à la France. On a plusieurs questions, parce que ça fait lien, comme vous l'évoquiez, aux Gilets jaunes. Mais avant cela, une question intéressante de Lord Zuri. Quelles sont les conséquences pour la Guyane française? Non, là, aucune. C'est loin, la Guyane. Il y a le Brésil entre les deux, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien. Donc, pour l'instant, là, je ne vois pas de répercussions immédiates sur ce qui pourrait se passer en Guyane française. Une réponse courte à une question courte, c'est parfait. Une question intéressante de notre ami Chando, qui est très prolixe ce soir. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer du Pérou d'un point de vue français? Avec la grogne sociale, avec le macronisme, il y a quelque chose. Oui. Ben oui, je pense, parce que finalement, ce qui est en train de se passer en France avec les 49.3 répétitions, le saccage du Parlement, une personne, je dirais, mal élue, parce que Macron a été mal élu, puisqu'il y a eu une grande partie de son électorat qui ont voté contre et non pas pour, et donc qui aujourd'hui se plaignent même s'ils ont voté pour, etc. Et donc, on est dans une situation finalement, alors, qui n'a pas explosé comme vient d'exploser le Pérou, non, mais où on trouve des parallèles. D'une part, des parallèles sur la souveraineté, non, la perte totale de la souveraineté de la France au profit de l'Union européenne, voire des États-Unis, se retrouve aussi au Pérou, dans certains pays du Sud, mais là on parle du Pérou. La privatisation continuelle de toutes les entreprises, les fleurons industriels ou les services publics au Pérou ou en France fait qu'il y a évidemment des situations, ou en tout cas un bouillon de culture qui se ressemble dans nos deux pays. Et puis, comme je vous l'ai dit, je pense que le mouvement des Gilets jaunes pourrait un peu se comparer avec le mouvement qui est en train de naître au Pérou, puisque c'est un moment destituant. Les gens ne font plus confiance dans des partis politiques. Ils n'ont plus envie même d'être représentés, mais sinon d'agir directement de faire politique. Non, ils n'ont pas de déléguer leur souveraineté tous les 4 ou 5 ans. Je pense qu'il y a énormément de parallèles entre ce qui se passe aujourd'hui au Pérou, la révolte péruvienne, et ce qui pourrait demain arriver en France. Alors évidemment, pas dans les mêmes, c'est pas un calque, mais en tout cas, il y a des éléments qui sont et qui peuvent être présents dans les deux pays. C'est très 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 intéressant, effectivement, et c'est une question qui mérite d'être approfondie. Une question que j'aime bien avec le cercle Aristote. Allez-y. J'irais même encore une fois, c'est-à-dire que au moment des Gilets jaunes, si vous vous rappelez bien, la plupart des médias nient finalement l'existence même des Gilets jaunes, parce qu'ils ne savent même pas de quelle population ils sont en train de parler. Ce sont des gens dans lesquels je m'inclus, soit dit en passant, puisque je suis moi-même de province rurale en France.
qui sommes sortis sur les ronds-points et n'appartenons pas à la classe moyenne urbaine cosmopolite qui généralement va dans les médias ou est représenté dans les médias, c'est-à-dire qu'on ne voyait jamais les gilets jaunes avant la révolte. Et c'est un peu pareil au Pérou. Les gens qui manifestent aujourd'hui n'ont absolument pas accès aux médias, ne sont pas vus. Et en fait, c'est ça, la figure de Pedro Castillo est intéressante parce que pour la première fois, le peuple se voyait à travers Castillo. Ça, c'est important. Et là, en ce moment, le peuple péruvien, ce peuple marginalisé, méprisé, humilié, outragé, pour reprendre un fameux discours, ce peuple est en train de passer de la subordination au désir d'action, à l'antagonisme, c'est-à-dire à tenir tête, à relever la tête et à tenir tête. Et ça c'est intéressant et je pense qu'il y a des parallèles aussi à faire avec la France. Excellente réponse, c'était très intéressant. Une question de MPRS 45. On est très attaché au livre au Cercle Aristote. Quel ouvrage recommandez-vous pour comprendre le Pérou? C'est vague, hein, mais bon, mettez-nous les grandes références. Je ne sais pas. Vous je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Je ne sais pas. Je peux vous recommander quelques textes, mais d'ouvrages pour comprendre le Pérou actuellement en français, je m'engage à mettre en commentaire sur la vidéo quand elle sera publiée sur YouTube, à mettre quelques titres. Parce que là, comme ça, vous m'avez surpris. Mais effectivement, je m'engage à vous faire une sélection de livres, voire de textes. Parce que je ne vais pas vous renvoyer sur des livres expliquant la situation il y a 200 ans, ça peut être bien, mais ce qu'il faudrait, c'est la situation actuelle surtout, non? En tout cas, la situation, je dirais, post-dictature fujimoriste, en tout cas. Et pour l'instant, je n'en ai pas en tête. Mais, comme je vous dis, je m'engage à en mettre quelques-uns dans les commentaires. Alors, une dernière question qui vient d'arriver, donc je m'excuse, je suis un peu dans le désordre, les thématiques sont pas, non, c'est bon. Les thématiques sont pas parfaitement respectées. Une question de Metec qui pose une question intéressante, c'est est-ce qu'on a vu un changement dans la situation médiatique au Pérou depuis le coup d'État? Est-ce qu'effectivement on voit un changement de ton, un raidissement? Qu'en est-il? Mais c'est juste à vomir. À vomir. Les médias ont été donc un des premiers pouvoirs à attaquer Castillo, surtout, à inventer tous les dimanches, à inventer des affaires, à le critiquer sur absolument tout, etc. Et depuis qu'il y a Dina Boluarte, évidemment, les médias ne disent absolument rien. Rien. Les manifestants sont considérés comme des terroristes. C'est-à-dire que, imaginez, là, quand même, je veux dire, BFM, c'est quasiment un modèle de journalisme à côté des médias péruviens. Imaginez que BFM dise oh ben, tous ceux qui défilent là dans les manifestations, c'est les frères Kouachi. Oh non, quand même, ça passerait pas, ça. Enfin, non. Là, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Et donc, il y a des trucs, par exemple, quand Castillo avait fait deux cabinets ministériels en 6 mois, c'était une honte, il n'était pas préparé, c'est un provincial, il ne sait pas de quoi il parle, c'est un inculte, etc. Là, aujourd'hui, avec Madame Boluarte, on a 2 cabinets ministériels en 15 jours et pas un mot. Pas un mot, c'est-à-dire que les médias ont un rôle partisan absolument exécrable au Pérou. Ce qu'il faut voir, c'est que 95% des médias, là vous me faites bien rire en France avec les 9 milliardaires qui possèdent quasiment 90% des médias, au Pérou c'est 3. C'est 3. 3 contre 95%. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Et c'est vraiment, vraiment ultra militant. Alors là, ils sont effectivement… d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que Castillo n'avait pas touché à la télévision publique, ce qui a été une grande erreur d'ailleurs de sa part, puisqu'il n'avait pas d'organe de communication par rapport à tous tous les médias privés. Et le régime de Boluarte n'a pas hésité. Tous les journalistes de la télévision publique qui osaient mettre en doute
ne serait-ce qu'un petit peu la version, les éléments de langage du pouvoir ont tous été virés là, en 15 jours. Eh bien, je vais détourner la question de notre ami Metek qui est très prolixe aujourd'hui, qui pose une question un peu naïve, comme comment se porte la liberté d'expression au Pérou. Bon, tu y as répondu très largement. J'ai envie de poser une question à sa place, il m'excusera, qui sera malheureusement notre dernière question, mais bon, vaut mieux faire des formats un peu compacts. Comment s'informe le Péruvien, en fait? Où s'informe le Péruvien? C'est très intéressant. Le Péruvien n'est pas dupe, évidemment. Il sait lire entre les lignes. Il compare la vision du pays que lui donnent les médias avec la réalité dans laquelle il vit. Et il voit bien que quelque chose cloche. Il voit bien que ce qu'on lui décrit dans les médias n'est pas du tout ce qu'il est en train de vivre. Il voit bien déjà que les personnes dans les médias ne lui ressemblent pas. C'est important. C'est-à-dire que la plupart des speakers dans les médias sont des personnes descendants d'Européens, plutôt blancs, et donc de membres de classe aisée. Non, mais c'est même caricatural. Moi, j'ai été plusieurs fois dans les médias péruviens, c'est-à-dire que le speaker, l'éditorialiste est blanc, c'est une femme bien peignée, le mec en smoking, etc. Et tous les caméramans, évidemment, sont plus des Indiens, évidemment, plus bronzés. Évidemment, la différence de salaire, je vous la laisse imaginer, hein, entre les deux. Et donc, le Péruvien, déjà, ne se reconnaît pas dans les personnes qui parlent. Et en plus, il voit bien que quelque chose cloche. Donc, il ne croit plus dans les médias. Les médias ont perdu énormément de prestige. Alors, ils étaient déjà en chute libre, mais l'élection de Castillo a été le déclencheur. La campagne électorale du deuxième tour de l'élection présidentielle de 2021. C'est-à-dire que les médias ont inventé tellement de saloperies sur Castillo que là, les gens se sont dit, oh là là là, attention, non, ça, c'est pas vrai, je le crois pas. Et donc, aujourd'hui, je crois que la confiance dans les médias est à 20%. Alors, si vous avez remarqué, je vous ai dit, la confiance dans les partis, c'est 4%. La confiance dans les médias, c'est 20%. La confiance dans le Parlement, c'est 6%. La confiance dans l'exécutif, avant, quand c'était Castillo, c'était encore 25%. Aujourd'hui, je pense qu'avec Mme Boluarte, c'est 10%. La confiance dans le pouvoir judiciaire, elle est de 15%. Là, vous voyez bien que quelque chose ne va pas. On ne peut pas faire société comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de confiance dans aucune des institutions. Et c'est ça qui va être l'étincelle, précisément, pour reconstruire quelque chose d'au moins consensué, pour pouvoir vivre ensemble. Vivre ensemble ou pas, avec le risque, évidemment, de séparatisme. Eh bien, Romain, je te remercie grandement et je t'invite à revenir nous expliquer si les choses bougent pour informer le peuple français et le peuple francophone que nous saluons, les peuples francophones, pardon. Je tiens à rappeler ton site qui est très riche en informations, que vous retrouvez dans la description. Et je salue tous nos auditeurs. Et petite tweeterie, nous allons faire un raid. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais c'est du langage tweet sur Psychodélique, le closer de YouTube. Donc je vous remercie tous et vous souhaite un bon amusement. Et de bonnes fêtes. Et d'excellentes fêtes. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.